Merci en tout cas de m'accueillir, de me donner la parole. Donc, c'est une parole qui est courte parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, je vais essayer de donner des éléments très généraux, mais si ensuite il y a quelques questions, si j'ai du temps question, où on pourra en parler plus tard. Donc moi effectivement, donc j'ai monté une association de prévention, donc d'aide à maîtrise d'ouvrage pour la modernisation des structures de santé sur des territoires un peu plus distants, donc dans le sud, plus précisément subsahariens, avec plusieurs acteurs et notamment les Sénégalais. Ça fait 2 ans donc qu'on commence à mettre en place des choses intéressantes. L'intérêt, si vous voulez, donc par rapport à tout ce qui a été dit aujourd'hui, déjà ce matin, ça va me permettre de rebondir sur tout un tas de sujets. Évidemment, c'est 14 millions d'habitants le Sénégal. Donc, ce que je vais vous dire, c'est pas forcément évidemment duplicable sur tous les territoires, puisque chaque territoire a ses problèmes. Mais 14 millions, c'est moins qu'en France. En France, on parle de déserts médicaux, c'est-à-dire au désert ou d'accessibilité aux soins, parce qu'il y a des problématiques de démographie ou d'attente. 1 an d'attente pour avoir un spécialiste, par exemple de l'œil, dans certains départements comme la Sarthe. Mais effectivement, en Afrique et au Sénégal, vous avez encore plus de problématiques, puisque si vous faites une comparaison numérique volumétrique, vous avez en France à peu près un médecin pour 2500 habitants. Je parle médecin de territoire, avec son mini réseau de proximité, donc des infirmières, des pharmaciens. En Afrique, on a un médecin pour 25 000 habitants dans évidemment les pôles urbains. Donc vous imaginez bien qu'on a déjà 10 fois moins de médecins à disposition. Je ne parle pas des spécialistes, puisque au Sénégal, vous avez, pour un exemple, moi je travaille évidemment à la Fondation Rothschild sur l'œil, vous avez en pratique sur Dakar 15 ophtalmologistes, c'est-à-dire évidemment beaucoup plus d'attentes que vous pourriez en avoir ici. Donc on grogne en France, c'est normal, mais comment effectivement apporter des solutions sur ces problématiques de démographie, des problématiques effectivement de désertification. On a parlé tout à l'heure de la possibilité effectivement de faire de la téléconsultation, de la e-santé, c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc évidemment, c'est sexy pour l'Afrique. Mais la problématique aussi, c'est que vous n'avez pas donc de financeurs, paraît-il, en Afrique. Alors c'est pas tout à fait exact. En tout cas, au Sénégal, depuis maintenant 4 ans, il se structure un système de santé donc financé. Donc vous avez une CMU, donc comme en France, mais qui permet de financer globalement 50% des frais de santé pour toute la population. Ça, c'est la première chose. Vous avez effectivement aussi des mutuelles qui se mettent en place. Donc vous avez des mutuelles communales, des mutuelles de la diaspora, et donc vous avez on va dire un écosystème économique qui se met en place. La problématique, c'est que on ouvre le circuit de l'accessibilité aux soins parce que les choses deviennent gratuites. Et donc ça, c'est un problème. Effectivement, vous avez des médecins, mais peu de médecins. Vous avez une population qui est nombreuse et qui n'a, évidemment, jusqu'à présent, pas eu cette accessibilité aux soins parce qu'il fallait tout payer. Alors ceux qui pouvaient aller sur des territoires limitrophes ou bien plus loin, en France, par exemple. Et la problématique, effectivement, aujourd'hui, c'est que si un système de santé est gratuit, vous allez avoir de l'affluence. Et quand vous n'avez pas effectivement donc face à un besoin des réponses, mais une attente, puisque je peux maintenant aller à l'hôpital, c'est gratuit, ou presque gratuit, eh bien vous allez avoir aussi une attente de mécontents. Et ça, c'est une problématique importante. C'est-à-dire que la personne, jusqu'à présent, était attentive. De toute façon, moi, je ne peux pas me déplacer en France, donc mes dents tombent, elles tombent. Donc, je ne mange pas bien, j'ai des maladies cardiovasculaires liées à des infections. Mais aujourd'hui, j'ai la possibilité d'aller à l'hôpital parce que je ne paye pas. Et là, il n'y a pas de solution. Et la solution, effectivement, c'est de pouvoir apporter une délégation de tâches. Donc, aux infirmières. Aujourd'hui, sur une population de 25 000 habitants, d'une ville qui s'appelle Diamandjo, qui sera la prochaine ville, donc on va dire d'affaires au Sénégal. Vous avez 3 médecins, ce qui est énorme. Vous avez 4 postes de santé,
Dans chaque poste de santé, vous avez une infirmière ou une sage-femme. Ça sous-entend que la sage-femme fait le rôle d'infirmier ou de médecin. Elle est là pour accoucher les femmes. Évidemment, ces postes sont enclavés. Néanmoins, ce qu'il y a au Sénégal et dans pas mal de pays, c'est que effectivement, vous avez, on va dire, un écosystème de télécommunications qui fonctionne. Parfois, il fonctionne mieux qu'en France. Donc, c'est-à-dire que vous avez la 4G, la 3G qui est relativement bien couverte sur toutes, en tout cas, les structures urbaines et semi-urbaines. Dans ce contexte, il n'y a pas aujourd'hui, effectivement, donc, de possibilité à des professionnels enclavés de pouvoir communiquer avec, finalement, le peu de médecins disponibles. Aujourd'hui, la télémédecine, évidemment, vous l'entendez bien, la téléexpertise, la téléassistance, c'est-à-dire aider une infirmière ou une sage-femme qui est dans le pétrin parce qu'elle ne sait pas comment gérer la situation, eh bien, il faut pouvoir lui apporter. Et donc, les programmes que l'on monte, ce sont avant tout des programmes effectivement d'assistance aux professionnels via ces supports de téléexpertise et de téléassistance pour désenclaver, donc arrêter l'isolement donc de ces sages-femmes et de ces infirmières. L'autre problématique, c'est effectivement de pouvoir former les personnes à la télémédecine ou à des sujets donc de e-santé plus largement. Et donc ça nécessite aussi de réfléchir à de nouveaux métiers. Qui dit nouveaux métiers dit effectivement donc formation donc structurée. Aujourd'hui en France, vous le disiez, les médecins sont un peu dans le flou sur les outils de santé connectés, télémédecine, c'est compliqué, ça évolue vite. Il n'y a pas de formation des professionnels de santé donc dans les facultés, ou peut-être que ça se met en place à Bordeaux, je ne sais pas, je n'ai pas l'information, mais il n'y a pas beaucoup effectivement donc de dynamique dans ce sens, à part des diplômes interuniversitaires qui se mettent en place, mais qui ne sont pas accessibles aux plus jeunes. Et donc c'est la même chose en Afrique. Nous travaillons à un écosystème où les professionnels de santé vont devoir être formés très tôt, donc avec des centres de formation. Et ces centres de formation, ils doivent être effectivement constitués avec des startups, avec des industriels, qui aujourd'hui vont devoir apporter donc, leur approche, leur dispositif, faire comprendre effectivement donc, à ces professionnels de santé comment ça fonctionne. Mais ils n'ont pas le temps, puisqu'ils sont au travail. Et c'est pour ça qu'on va travailler sur des nouveaux métiers médico-techniques, qui vont assister les professionnels de santé et qui vont permettre effectivement de les soulager sur une problématique purement technique. Mais néanmoins, la délégation de tâches, si vous voulez, a ses limites. Vous parliez de l'orthophoniste, de l'ophtalmologue et évidemment de l'orthoptiste. Donc, eh bien, aujourd'hui, nous avons fait effectivement, il y a 15 jours, un workshop sur cette problématique. Le syndicat national des ophtalmologistes de France évoque la possibilité de pouvoir déléguer aux médecins généralistes ou aux infirmières, puisque même avec cette délégation de thèse d'orthoptiste, c'est insuffisant. Donc vous imaginez bien qu'en Afrique, il va falloir faire de la délégation de tâches massive sur les infirmières, parce que c'est 3 ans de formation. Mais il va falloir aussi donc, les former aux nouvelles technologies. L'autre problématique, qui est très française, c'est effectivement 50 ans de hospitalocentrisme, petit 1. Et j'invite effectivement les Africains à ne pas faire cette erreur et de travailler sur l'éducation à la santé, c'est-à-dire sur la prévention, chose qu'on n'a pas su faire ici en France. Je prends un exemple, et nous ne sommes pas forcément dans des situations donc, purement donc, digitales, mais le digital vient, on va dire, renforcer cette approche-là, c'est de pouvoir effectivement faciliter donc, des pôles de formation. Ça nécessite de l'éducation. Donc, par exemple, les associations de femmes donc, sénégalaises sont très en attente de pouvoir finalement sensibiliser localement. Mais elles n'ont pas donc, effectivement cette culture, il faut le ramener. Et donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on apporte donc, des outils utiles qui viennent de l'innovation frugale, donc, mais aussi qui viennent effectivement donc, de chez nous. Parce que quoi qu'il en dise, les Sénégalais sont très attachés à la langue française. Donc, et souhaitent que les Français viennent travailler avec eux. Alors, ils en ont assez de l'assistance, l'assistana. Ce qu'ils veulent, c'est de la co-construction, c'est du transfert. Et donc, on vous attend, start-up, industriels, pour venir nous aider à structurer donc, ce système sur des maisons éducation à la santé, donc petit 1, pour structurer effectivement l'interaction entre patients et médecins,
Aujourd'hui, vous prenez un exemple comme une solution camerounaise, donc même Gift, donc cadeau que je fais à ma maman. Donc c'est une solution de chatbot. Chatbot, c'est quoi? C'est un agent conversationnel. Alors, il ne parle pas forcément, mais ce sont des dialogues par SMS. C'est pas très compliqué technologiquement, puisque vous le faites tous les jours avec vos amis. Ou j'ai essayé encore récemment le chatbot de la SNCF qui nécessiterait, je pense, un peu de travail. Mais quoi qu'il en soit, c'est facile. Aujourd'hui, vous allez avoir un caton à côté. Donc, allez mettre les mains dans le cambouis pour effectivement travailler sur ces innovations simples que tout le monde peut utiliser. Effectivement, on a amélioré donc le suivi des femmes enceintes au Cameroun. Donc, c'est une innovation frugale, avec peu de moyens, avec un peu de jus de cerveau. Et vous-même, vous avez donc de la technologie à apporter. Et donc de la réflexion à apporter, effectivement, nous l'avons dit, il faut que ce soit fait avec les professionnels de santé, contextuellement sur le terrain. C'est évident qu'il y a des choses à faire, et c'est pour ça que je suis là, c'est surtout pour ouvrir les yeux aussi aux start-upers, parce que les start-upers, effectivement, donc, ont ici une assistance, en tout cas la construction de leurs outils, en France, avec du financement, mais il ne faut pas vous arrêter, si vous voulez, à la France. Alors, parce que effectivement, c'est très intéressant, comme le disait tout à l'heure, donc président donc d'Onestica, donc Franck Lewey, c'est ça. Et c'est intéressant d'avoir des contraintes, parce que quand on a levé les contraintes, c'est plus facile ensuite. Donc, et ça permet donc effectivement donc d'aller un peu plus loin dans la réflexion et dans la recherche de solutions. Mais il y a des terrains où les problèmes réglementaires, les contraintes, aujourd'hui, on s'en fiche. Nous, ce qu'on veut, c'est être soigné. Nous, on veut des solutions pour que mon enfant, il survive, il grandisse bien, que je ne perde pas mes dents, que je puisse effectivement voir tout au long de ma vie. Donc, les problématiques de data, les Africains, mais ils s'en fichent éperdument aujourd'hui. Donc, les problématiques de contraintes, on s'en fiche éperdument. Ce qu'il faut, c'est être soigné. Donc, il y a un champ pour, effectivement, donc co-construire, développer économiquement des sociétés qui ont des difficultés ici au niveau des startups. Donc, et effectivement, c'est ce que je fais donc depuis 2-3 ans autour donc d'un club et club médical numérique francophonie innovation santé, où on est là pour discuter de ces sujets, former les médecins justement qui veulent bien venir, informer les start-upers sur des débouchés, sur de l'export, parce que aujourd'hui le Sénégal, tout comme l'Afrique, ils ont besoin de vous, mais ils ne veulent pas que vous soyez effectivement juste un vendeur de solutions. Ils veulent que vous construisiez, que vous vous installiez, que vous puissiez faire de l'emploi local et que vous puissiez travailler avec les professionnels de santé, avec les structures communales. En pratique, si vous voulez, aujourd'hui, moi, je travaille avec 7 communes. Ça correspond à peu près 35 centres, postes de santé. C'est 128 professionnels de santé. Vous voyez? Et c'est 550 000, un bassin de 550 000 habitants. Donc vous imaginez le travail qu'il y a à faire. Il y a un modèle économique. Il faut travailler donc avec le Sud. C'est facile, c'est francophone. Les Français ont toujours des difficultés avec l'anglais. Ça ne va pas être trop difficile. Il va falloir évidemment s'adapter donc ensuite aux problématiques de la lecture, parce que vous faites du chatbot, c'est bien, mais effectivement tout le monde ne sait pas écrire et lire. Mais par contre, la technologie, demain, elle sera sans écran. Vous allez pouvoir discuter donc, et utiliser des dialectes facilement. Il faut se réveiller. Donc, on finance beaucoup d'innovations en France, quoi qu'on en dise, mais finalement, il y a peu de valorisation de nos startups. Pourquoi? Parce que je pense qu'on ne s'ouvre pas suffisamment à l'international. Et le club médical numérique et l'association structurent aujourd'hui donc un centre donc, de formation qui est une pépinière d'entreprises. On souhaite que les entreprises françaises viennent donc justement constituer, enrichir donc cet écosystème sur Dakar, donc puissent incuber des innovations frugales et permettre à une population qui a beaucoup plus de besoins que nous. Même si nous sommes mécontents de notre système, on peut, c'est normal, on vit ici. Mais regardons un peu plus loin pour se dire qu'on peut partager ce que l'on crée avec la richesse
donc du terrain, donc qui est la France, et justement l'intelligence que l'on peut avoir grâce à ces contraintes qui sont lourdes, donc administratives, donc organisationnelles. Mais je pense que justement vous avez une capacité de pouvoir innover davantage sur des terrains qui sont aussi différents, donc qui nécessitent aussi donc une réflexion différente, mais finalement vous avez une expérience de la contrainte. Donc ce n'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est de pouvoir partager et co-construire, donc pour pouvoir effectivement faciliter l'accès aux soins localement. Je prends des exemples. Une start-up française que j'accompagne avec le club, qui s'appelle donc MedTruck, Anas Hilal, El Hilal, donc qui est un Marocain d'origine et qui est français, et qui a développé une start-up de mobilité. En soi, c'est pas une innovation, on va dire, extraordinaire, parce qu'il y a des bus de santé, il y a tout un tas de programmes. Mais en fait, l'intelligence, elle est dans le fait que nous allons utiliser de la cartographie médicale, nous allons utiliser de la cartographie épidémiologique, nous allons croiser les éléments, nous allons permettre effectivement d'avoir des équipes médicales qui vont se déplacer de façon plus structurée, optimiser le déplacement, donc optimiser l'organisation. On parlait effectivement donc de solutions de consultation préparée, ou en tout cas donc d'organisation donc du parcours. Eh bien tout ça, on peut le mettre dans cet espace de mobilité, parce qu'effectivement nous devons proposer à une ville qui a à peu près 200 000 habitants, qui est dans le nord de Dakar, 3 dentistes. Vous imaginez? Vous devez attendre longtemps pour vos dents. Eh bien l'objectif, c'est de pouvoir mutualiser avec cette commune et d'autres, donc sur un MedTruck dentisterie, tout équipé, donc avec des médecins qu'on va former, c'est-à-dire que des dentistes que l'on va former, donc, et le dentiste va pouvoir aller jour par jour, donc grâce effectivement à cette cartographie, à cette organisation de consultation programmée, dans les postes de santé, et va pouvoir administrer finalement donc, des soins là où il n'y en a jamais, là où la population ne peut pas se déplacer. Et donc ça, c'est une innovation d'usage, donc qui est concrète, qui apporte des solutions. Autre solution, donc je sais qu'ici nous avons M. Tripodi, donc, qui connaît bien l'œil, l'optique. On est en train de travailler, puisque la Fondation Rothschild fait de l'œil, donc la Fondation Rothschild est impliquée dans plusieurs programmes donc, sur le développement donc, de la prise en charge de la vision en Afrique, plutôt sur un aspect humanitaire, mais l'objectif c'est donc d'arrêter de faire de l'humanitaire. L'objectif c'est de co-construire. Sur les postes de santé, vous avez aujourd'hui une problématique qui est, et je n'ai pas d'ophtalmo, l'ophtalmo là-bas on est sur 3 ans. Alors évidemment les urgences il y a l'hôpital. Et il n'y a pas d'équipement, il n'y a pas d'opticien. Donc j'achète des lunettes sur les marchés. Évidemment, est-ce que ces lunettes sont adaptées? Est-ce qu'elles sont réelles? Est-ce que ça ne va pas être délétère? Tout comme le médicament. Eh bien, nous sommes en train de co-construire des réflexions de dépistage optique avec évidemment des startups qui sont en capacité donc, de faire donc, tout simplement de l'imagerie de l'œil, de la rétine. On parlait de diabète, il y a 17% de diabétiques au Sénégal. En France, 7%, c'est ça? Vous voyez donc le rapport. Et donc, dans le diabète, il y a des problématiques de rétinopathie, c'est-à-dire donc l'œil s'abîme et on perd la vue, pour faire simple. L'objectif, c'est de pouvoir suivre ces gens, les identifier, les diagnostiquer. Or, quand vous attendez 3 ans, alors qu'en France, sur des diabètes déséquilibrés, c'est théoriquement, on préfère faire un fond d'œil par an, hein, donc on est loin finalement des gold standards. Donc, comment améliorer les choses? Eh bien, effectivement, nous allons devoir, peut-être avec des AXA ou autres, permettre, dans un premier temps, d'assister, et grâce à des outils donc d'aide au diagnostic pour trier, donc effectivement, les personnes qui ont des problématiques de rétinopathie ou des problématiques d'œil tout court. Pourquoi? Parce que nous avons effectivement travaillé, donc ici, notamment avec Jacques Durand, qui va vous challenger tout à l'heure sur le hackathon, sur du préparatoire à de la chirurgie ambulatoire, où on va effectivement assurer un diagnostic préalable donc sur la cataracte, permettre d'envoyer, et donc à distance évidemment, donc c'est-à-dire qu'on a formé donc des infirmiers qui prennent les photos donc de l'œil, les envoient à une structure donc qui est une structure de chirurgie
ophtalmologique et on screen les gens qui ont une cataracte, qui perdent la vue. Lorsqu'on a 100 patients, nous avons une task force qui va sur le terrain, qui déploie un hôpital, qui opère ces 100 personnes pendant une semaine, donc qui forme les ophtalmologistes locaux. Donc c'est aussi donc de la co-construction, de la co-formation, et puis repart et assure du follow-up, donc par de la télémédecine. Ce sont des choses assez simples, c'est de l'organisation, mais ça rend service. Donc il y a tout un tas de choses à imaginer. L'objectif, c'est de co-construire, c'est de ne pas arriver en terrain conquis, mais au contraire, en créant de la valeur, de l'économie, parce que c'est aussi en créant de l'économie qu'on crée finalement donc de la stabilité sanitaire. Voilà, bon, je m'arrête, mais merci. Merci. Alors, donc on a bien retenu le mot-clé co-construction de ta keynote. On est un peu en avance, on aurait le temps sans doute pour une question dans l'assistance. Oui. Bonjour, Vivien Bédos, cofondateur de la société Postello. Donc c'est une petite start-up, on en a parlé tout à l'heure. J'ai une question parce que j'entends votre appel pour les startups notamment. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est concrètement, est-ce qu'il existe des financements pour ça? Parce que c'est vrai qu'on a nous, on est sur des solutions qui répondraient à certaines des problématiques que vous évoquez, au Sénégal notamment. Mais voilà, la question du financement, par exemple, se pose quand même. Le billet d'avion coûte cher, en fait, c'est ça le problème. Entre autres, quoi. Enfin, voilà. Qu'est-ce que concrètement... Alors, vous existez depuis combien de temps? On n'existe pas tout à fait encore. D'accord. Donc, bon, vous savez qu'en France, comme je vous l'ai dit, il y a tout un tas donc, de mesures qui permettent justement aux PME, TPE innovantes. Je sais moi-même, j'ai monté 10 boîtes, donc avec des échecs et des réussites. Donc, et si vous voulez, effectivement, ça aussi, on communique pas assez, on forme peut-être pas assez les start-upers sur l'écosystème de financement aussi vers l'international. Vous avez effectivement, il faut 1 an d'existence, en tout cas des soutiens qui sont efficaces. La COFAS, par exemple, donc qui permet donc de faire donc de l'aide à la prospection internationale. Donc, et donc après, il y a des solutions effectivement. L'idée, c'est de co-construire. Donc co-construire, ça veut dire un peu de jus de cerveau, ça vous coûte pas très cher, et effectivement envisager de comment on va créer effectivement des solutions spécifiques. Alors le voyage, évidemment, ça a un coût, on est d'accord. Après, si c'est une démarche aussi, donc demain, donc, de pouvoir s'ouvrir à un nouveau marché. Il y a quelques efforts à faire. La BPI, tout un tas d'organismes, on pourra en reparler si vous avez besoin de toute la liste, vont pouvoir vous aider là-dessus, donc sur l'export. Donc il y a des solutions. Voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question. Donc le financement, ensuite, on va le chercher. C'est-à-dire qu'évidemment, la problématique, c'est que vous avez un système de santé qui permet donc de rembourser. Après, il y a l'investissement. Parce que pour pouvoir mettre en place des choses, ça nécessite effectivement d'investir, de créer du pilote, de l'évaluer sur le terrain. Donc ça prend un peu de temps, mais ça vous permet de vous développer. Et ça, on va chercher du financement. Il y a des bailleurs de fonds aujourd'hui, donc des prêteurs pour les structures. Et puis, il y a des sociétés qui peuvent aussi peut-être sponsoriser parce qu'elles sont intéressées pour se dire « je vise sur demain ». Je n'ai pas une vision électorale. J'ai une vision, donc, pour moi, capitaine de mon vaisseau, donc de me dire je sais où je veux aller. Donc, et ça m'intéresse d'aller sur l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui il y a 2 points de croissance et donc économiquement je pense que c'est pas inintéressant. Évidemment ça fait peur pour certains. Pourquoi? Parce qu'il y a effectivement donc des pays qui sont instables. Donc mais misez déjà sur ceux qui sont stables. Voilà. Merci, on peut l'applaudir encore une nouvelle fois. Merci Aude.